suis bien en français, là, j'espère. Je vais regarder. Vous m'entendez, là? Tout le monde m'entend? Oui, très bien. Soit en français. Hein? Abimbola, can you hear me? No? I can hear you. Okay. And Nana, where is Nana? I'm here. I can hear you. Ah, sorry. I can see you. Where are Okay, you? want to see Nana is not on video. Yes, I want to see your face. Okay. my Okay. face is right here. Okay. Yeah. No, So it's a good long to time. see you It's a all. long time. Yes, yes, good to see you all. Okay. Yeah. Okay. Bon. C'est pas trop près, là? Est-ce qu'on me voit bien, là? Hop là. Qui va se poser. Deux secondes, je suis de retour. Sans problème. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive et tout. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. De toute façon, Anne-Marie va nous rejoindre tout à l'heure. Bonjour à tout le monde, c'est Anne-Marie Mingui. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sekou. Vous allez démarrer dans combien de temps, s'il vous plaît? On va attendre un petit peu. D'accord. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive.
On va attendre un petit peu que les gens arrivent. On attend jusqu'à 5 ou 6 et puis après, Anne-Marie, vous êtes là? Oui, je suis toujours là, oui. Très bien. Mais On va vous attendre devez un savoir petit peu. combien il y en a qui sont déjà inscrits, non? On ne vous donne pas le nombre de participants? Oui, il y en a, là, il y en a 70 pour le moment. Il y a 70 personnes. Bah, c'est pas mal, oui. De toute façon, il y a des gens qui se connectent toujours en cours de route. Tout à fait, tout à fait. Ouais, on ne va pas tarder. Hein. On ne va pas tarder, Léon. On ne va pas tarder, Léon. Hein. On attend 18h05 et puis on démarre. Hein, parce que je sais que Swad est très prise. Donc, on va essayer d'optimiser. Puis tout le monde d'ailleurs. Merci. Merci. Oui. Bon. Just 2 minutes, Abimbola. 2 minutes only. On va pas tarder. Bon. Alors, on va y aller. On va démarrer. Je pense que c'est l'heure. Là, il est 5. Alors, je pense qu'on va démarrer maintenant. Je vais demander à tout le monde de désactiver sa caméra et puis son son, de manière à ce que ça n'altère pas les différentes discussions, que ça ne dérange pas les gens qui posent des questions et ceux qui y répondent. Je voudrais tout d'abord remercier donc nos intervenants que je présenterai tout à l'heure, ainsi que les participants qui ont voulu participer à ce webinaire. Donc, c'est l'un des premiers du genre qu'on organise seul. Donc, on a participé à d'autres, mais seul, c'est la première fois. Donc, je suis le président de l'African Aeronautics Space Organisation. Donc voilà, je m'appelle Sekou Ouedraogo. Donc, cette organisation existe depuis à peu près 5 années. Et l'objectif de cette association, c'est de faire la promotion des sciences aéronautiques et spatiales au profit du développement durable de l'Afrique. Donc, nous mettons en place un certain nombre d'actions pour convaincre nos décideurs africains d'utiliser, pour faire très, très rapide, le drone et le satellite pour le développement durable du continent, car ce sont des sciences qui sont trop peu connues. Et donc, nous avons plusieurs actions que nous menons. Bon, alors, il y a la vulgarisation de ces sciences. Bonjour, Anne-Marie Mingui de nouveau. J'ai été coupée, donc j'ai refait le numéro. Voilà. D'accord, pas de souci. Donc, nous menons des actions, que ce soit l'organisation de forums, des projets de développement, des formations. Et nous avons voulu donc créer ce webinaire pour mettre en lumière des personnalités, donc des femmes qui sont encore trop peu connues dans ces secteurs. Donc, le secteur de l'aéronautique est un secteur assez machiste, je dois le dire. Il y a beaucoup d'hommes et peu de femmes.
Et donc, on a trouvé intéressant de mettre en lumière des parcours de femmes exceptionnelles, au parcours remarquable, pour qu'elles puissent partager leur expérience et montrer notamment aux jeunes filles et à d'autres qu'il est possible de réussir avec du travail et de la volonté. Donc, voilà. Je vais vous présenter les différentes intervenantes. Donc, le docteur Anne-Marie Mingui, qui est au téléphone, qui a bien voulu se joindre à nous, malgré les petits soucis qu'elle a eu dernièrement. Donc, Anne-Marie Mingui est une éminente scientifique. Elle a été présidente de l'Académie de l'air et de l'espace et a une carrière de près de 40 ans dans le domaine de l'aérospatiale, puisqu'elle a été directeur à l'Office national d'études et de recherche aéronautique, ainsi qu'au Centre national d'études spatiales. Nous avons le docteur Abimbola Alale, qui est de Nigeria Communication Satellite, qui est un opérateur satellitaire majeur au Nigeria, mais aussi en Afrique. Nous avons Madame Swad El-Malem, qui est actuellement partenaire exécutif d'un cabinet qui aide les entreprises à pénétrer le marché africain dans le domaine de l'aérospatiale, directrice Afrique, du groupe Bombardier Aerospace. Nous avons avec nous une universitaire réputée, le docteur Nana Ama Brown-Klutz, qui est maître de conférence à l'Université du Ghana et spécialiste des sciences spatiales. Et enfin, une pilote d'avion, Madame Edith Maladiop, qui est pilote, qui a donc piloté sur des biréacteurs et des quadriréacteurs, et qui est actuellement pilote senior dans une compagnie du Moyen-Orient. Alors, je vais, dans un premier temps, déjà remercier nos partenaires, le groupe Goboni, Dev Champion, l'association Avec, la société Au Calme, l'entreprise 3EA, le CESAG, le mediaafrique.com, Aminet, les ITEC et l'Université libre de Tunisie qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je vais laisser le CESAG dire un mot. Je vais essayer de trouver Patricia Yavo, qui représente le CESAG. Et je vais essayer de dire un mot. Ah, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Patricia Yavo. Stéphanie, pardon. Stéphanie Yavo. Je ne la vois pas. Donc, on lui donnera la parole on lui donnera la parole tout à l'heure. Je ne la vois pas là. Ce qu'on va faire, alors moi, je vais vous... Bon, excusez-moi, c'est Anne-Marie Mingui. Ça fait 4 fois que je suis coupée. Ah. Donc, je suis un peu embêtée. Je me raccroche à chaque fois. Il faut que je reparte à zéro. Voilà. Ah, comment ça se fait? Comment ça se fait? Je n'en sais rien. J'entends un au revoir et on me coupe. Donc, peut-être que si je parlais un peu, je pourrais maintenir la présence. Je ne sais pas. C'est cool, je n'ai pas entendu vos présentations. Voilà. Vous n'avez pas entendu? Ah, ça pose un petit souci. Voilà. Donc, désolé, mais ça fait 6 ou 7 fois que je refais le numéro. Non, ce qu'on peut faire, alors je vais vous mettre en, vous allez m'appeler, si ça coupe trop, vous allez m'appeler sur mon téléphone et je ferai le routeur. Quel téléphone, le portable? Oui, mon portable, et je ferai le routeur. Bon, écoutez, bon. Voilà, si ça ne marche pas, on fera comme ça. Je vais laisser Léon Ouedraogo, qui est présentatrice à la BBC et qui va être la maîtresse de cérémonie du webinaire, prendre la parole et démarrer. Merci beaucoup, Sekou, pour cette introduction et merci à vous. Merci pour votre patience, les participants. Donc, on sera ensemble pendant environ 2 petites heures pour discuter donc du thème des femmes dans l'aérospatiale avec donc nos 5 expertes en la matière. Et tout au long de la session, vous les participants, vous pouvez aussi poser vos questions à nos panélistes. Donc, vous pouvez laisser vos questions soit dans le Q&A ou alors dans le chat.
And for those who don't speak French, I just want to let you know that we have a translator with us tonight. So at the bottom of the screen, you should see a button translation, and you can pick the language of your choice. Okay? So let's start. I'm not sure if Dr Anne-Marie Mingui, si vous êtes toujours là, comme je vais bientôt vous quitter, je vais vous laisser la parole tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Anne-Marie, Oui, Anne-Marie. elle va vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez rappeler une dernière fois? Elle va vous donner la parole. Alors, si le docteur... Si le docteur Mingui n'est pas... Oui, c'est une dernière fois et après... Ça a été de nouveau coupé. Alors, je ne sais pas comment on fait. Bon, je réessaye pour une dernière fois. D'accord, d'accord. Alors, avant de passer au docteur Mingui, je vais d'abord laisser alors la parole à Souad El-Malem. Souad, on l'a dit en introduction, hein, vous avez travaillé chez Bombardier. Alors, je voulais d'abord savoir, travailler dans l'aéronautique, est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous? Premièrement, bonjour à tous et à toutes. Et je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous et surtout merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, je dirais, Léon, que c'est clair que quand je faisais mes études, je ne pensais pas nécessairement à l'aéronautique. Par contre, mon penchant pour l'industrie et pour les opérations de production était clairement là. Quand je faisais mes études au HEC, mes études supérieures au HEC, il est clair qu'après la deuxième année, quand on commençait à faire nos choix de spécialisation, pour moi, la gestion des opérations de production était pour moi une évidence, ça c'est clair. Et par la suite, bien sûr, dans la vie professionnelle, ma première portion de carrière était chez un géant de l'électronique, ont-elles Network, dans le temps où j'ai justement occupé un rôle qui avait un lien avec les technologies de l'information et les opérations de production. Anne-Marie de nouveau, voilà. Excusez-moi, mais c'est compliqué. Pas de souci, docteur Mingui. Allez-y, Souad. Merci. Alors, c'est ça, je disais rapidement, ce parcours d'études versus première expérience de carrière qui est reliée aux technologies de façon générale et tout ce qui est manufacturier de façon particulière. Une fois que j'ai, après quelques années dans ce domaine-là, j'ai été débauchée par Bombardier pour un rôle qui est très important, qui était l'implantation du plus grand projet manufacturier SAP de technologie de l'information au monde dans le temps. C'est un gros projet et j'étais responsable justement de l'implantation de tout ce qui est manufacturier, les opérations de production et la qualité de production. Donc, avec cette expérience, c'est clair, une fois que j'étais plantée chez Bombardier avec une telle expérience, ça a confirmé, je dirais, tout ce que j'ai comme intérêt pour ce domaine. Mais une fois qu'on est plongé dedans, bien sûr, on goûte à ça. Et puis, bon, ça a confirmé mon intérêt pour la matière. Merci, merci beaucoup, Souad. On parlera tout à l'heure aussi de votre expérience à Bombardier, 15 ans chez Bombardier. Alors, je rappelle aux participants, for those who don't speak French, there's a possibility to have the translation in English. You just click on the button translation at the bottom of your screen and you choose the language of your choice. Docteur Mingui, est-ce que vous m'entendez? Alors, décidément, la technique, hein, mais ce n'est pas grave. On va continuer. Je vais passer maintenant à Edith Maladiop. Edith, si vous m'entendez. Alors, j'aimerais aussi parler un peu de vos débuts et j'aimerais savoir à quand remonte votre passion pour l'aviation. Est-ce que vous nous entendez, Edith? En général, ça coupe au bout de 5 minutes, donc j'espère que j'aurai le temps de répondre à votre question. Donc, bonsoir à tous. Oui, je m'appelle Edith Diop, je suis ivoirienne. Et d'aussi longtemps que je me souvienne, l'aviation a toujours été une partie intégrale de ma vie. Donc, j'ai été exposée très tôt à cet univers extraordinaire qu'est l'aviation, entourée de pilotes de ligne, dont mon père et mes oncles. Cependant, ce n'est que véritablement à mon entrée au collège
que j'ai décidé de devenir pilote de ligne. Ça fait suite en fait au décès prématuré de mon père, Lucien Diop, qui était un ancien commandant de bord à Air Afrique. Et pour la petite histoire, lorsque j'étais toute petite, mon père me prenait avec lui pendant ses différents voyages. Et à cette époque, on n'avait pas les restrictions que nous avons maintenant, qui ont fait suite aux différents attentats et aux différents détournements qu'on a eus, notamment celui du 11 septembre, où maintenant nous avons des restrictions sur la porte qui est blindée, verrouillée, du poste de pilotage. Et bon, en fonction des différentes compagnies, notamment où je travaillais récemment, jusqu'à récemment, c'était réservé qu'aux membres de l'équipage, mais je sais que dans d'autres compagnies, ils acceptent quand même que d'autres membres d'équipage qui ne sont pas en fonction puissent rentrer dans l'avion, même s'ils font partie d'autres compagnies. Donc pour moi, le poste de pilotage, c'est un bureau extraordinaire avec une vue qui est exceptionnelle et qui n'est pas accessible à beaucoup de monde. Et donc, j'ai jamais vraiment l'impression d'aller travailler. Voilà. Merci, merci beaucoup Edith. Merci. On parlera un peu de votre parcours et comment est-ce que vous pouvez, vous de votre côté aussi, inspirer des jeunes filles qui souhaitent suivre votre parcours. So apparently some people can't hear the translation, so please try again. At the bottom of your screen, you should be able to see a little translation button and you can choose the language, either French or English. I'm going to go now to Dr. Nana Brown. Good evening. Thank you for being with us. So you are an educator, and you know there is a saying that says that everything starts with education. So I want to know what can be done to encourage more young people to study sciences. Dr. Nana Brown, can you hear me? Yes. Yeah, okay. So thank you. Do I have to introduce myself or I should go ahead? I didn't hear any of the translation actually. That's fine. In that case, I suggest you introduce yourself for the English speakers. Thank you very much. Okay, thank you. So I'm Dr. Nana Brown Kuluche. I'm a senior lecturer at the Physics Department, University of Ghana. I'm also AIMS Canada Research Chair in Climate Change Science. So my area is atmospheric physics, and I do space science as well. What's the question again about girls? So the question was, what can be done to encourage more young people to study science? And yeah. Okay. So I thank you for the question, and thanks to all our participants. Let's say encouraging young girls to study science, this journey started some years back, and we have seen improvements already in the number of enrollment. So what I see is what I call the pyramid kind of. So at the very base, we have a lot of girls studying science or interested in science in schools, at the basic school, secondary school, even at the university first degree. You get a lot of girls studying science. Beyond that level, to master's and PhD level, the number shrinks, becomes really in single digits. I mean, I think in a lot of institutions. Now, when you from there, you get into the career, it's even more difficult for women to maintain their career in the sciences. Now, we can still encourage them by telling them the opportunities that are available. For example, I use myself as an example. When I was doing my PhD, I got 7 scholarships at the same time in 4 years, 7 scholarships. One for women in science, another one for women in mathematics, another one for Black African women. So many different types of scholarships, all because I'm a woman and doing science. So it's an encouragement to a lot of our young girls that, look, once the decision is, just decide that you want to take science as a program to do any of the sciences, and then you are able, you're open to these opportunities, you are encouraged, and also the contribution that women, let's say female, brings onto the decision table in sciences is so special, it's so unique.
there are a lot of things men would naturally not consider doing, but a woman, you know, certain ideas you should bring on board in decision making. You take care of the home, it's a skill. You take care of children, it's a skill. You take care of husband, it's a skill. Even the expectation of a woman in the society is another skill which is embedded in a female. So if we are on top, or we are in decision making table, we are able to incorporate everyone, because of course a woman looks after a man, a woman looks after a woman as well. So male and female are all taken care by a woman. So if a decision is taken and women are not involved, we tend to lose out in some of the decisions. I may have to bring this one in. It's a little bit controversial, but permit me, it's part of the encouragement for girls. You know, we have this biological cycle as female. It's when you are older, it's much better to manage your affairs as a woman with your menstrual cycle, dysmenorrhea, menstrual pains, and childbirth and other things. But when you are a young girl, like 12-year-old in school, how to manage this menstrual periods, it's not as simple as some people may see it. Some are lucky to get the education early enough, but the discomfort that you have sitting in class, in your menses with boys, you are not sure if you are soiled or not. So there's that discomfort which even deter you from thinking straight in classroom to grab the concept from the teacher and all that. So we have to address our issues fundamentally, right from the very basic up to career level, even for women. So the announcement, we should also use ourselves as role model. Yes, it has not been easy, but it's doable. We have to do kind of double work. What a man will use 1 minute to do, a woman will use 2 minutes, because we have to do it like extra, because we have all other responsibilities we have to take care of, and then all that. So I feel we should use ourselves as role models to tell them that, look, it's possible. We should also let them know that the challenges are for sure, it's there, but we were able to go through it, and you can also go through it as well, and take things up as we have done. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Alale, so thank you very much for being with us tonight. I'm going to ask you if you can to introduce yourself, because unfortunately some of the participants couldn't hear the translation. So can you please introduce yourself and also answer the same question: what can be done to encourage more young people to study sciences? And good evening, every panelist. Good evening, our moderator. I am Abimbola Alale. I'm the Chief Executive Officer of the Nigerian Communication Satellite Limited in Abuja, the premier satellite company in sub-Saharan Africa. What can we do to encourage young people, especially girls, in sciences? I think, like Dr. Nana said, one of the things she mentioned was using ourselves as role models. However, programs such as this that you're doing now to project women is also a way of creating our awareness to encourage young people, and especially girls, to say, look, the women in aerospace, we thought it was a male-dominated field. So women are there, they're on top. A woman is a pilot, a woman controls, a satellite company, a woman is thinking of astrophysics. Such programs like this, which creates awareness, which I call, I see it as an advocacy for young people to actually join the space sector, is very good. And of course, encourage them, giving scholarships, to further the education, and developing programs to make the subject matter, because a lot of young people see STEM courses as very tough. So we need to do more things. These days, a lot of creative ways of teaching people, make it more friendly, make it more
more people-oriented, use descriptive methods of teaching. And most especially at the end of the day, everybody, whether you are young, whether you are old, you want to see a reward that what I am studying, what is the reward for me at the end of the day? So portraying leaders also, like I mentioned earlier, programs are like this, it's a way of encouraging them. And of course, we need to teach them that whatever you want to find yourself, not just in STEM, you have to show commitment to being successful. We need to let them know that it's not just easy to, to be in a position of leadership. You have to show commitment, you have to show dedication, you have to be able to think and reason out of the box, to be able to conceptualize things, ideas. You have to be very innovative, because that is what is going on. But what is most important in STEM courses is to show the young ones that there is reward for them, there is reward for dedication to studies, there is reward for being commitment, showing commitment to your studies, and that you can lead. It's not just the people in political sciences or in the banking sector that can be at leadership position. And programs such as this, I think, is very good. You need to show them, encourage them, and like Dr. Nana said, let's use ourselves as role models. For me, I think this program is one of the good things that we actually encourage people, young people, to want to aspire to study STEM courses, because I see, all these ladies, I'm seeing a pilot, I'm seeing a senior lecturer, I'm seeing Mrs. Edith, everybody, you want to be like her. You are projecting, you are helping to project, and you give them something to aspire to be. So I think a lot of awareness and of course allowing the state also to contribute more to education and put more investment in STEM education, STEM courses, more sponsorship. So such things, because some of them are interested in studying STEM, but most of the STEM courses are not cheap. So government putting in more, giving them more scholarship also encourages them. But I think creating awareness that it can be rewarding at the end of the day is one of the key things. So that's my thinking. Thank you. We're going to speak about the government in a second, mais je vais d'abord donner la parole au Dr Mangui. Est-ce que vous m'entendez, Dr Mangui? Alors, décidément, problème technique encore. Dr Mangui, est-ce que vous m'entendez? Dr. Madi, can you hear me? So Dr. Maggie can't hear me, so I'm going to ask you the question then, Dr. Alade. So you talked about the government. So what can we do to encourage government to invest more in space sciences? The first thing is for government, because now you're talking of the political leaders. And for political leaders to make decisions, political leaders always want to please the populace, that the citizens. So the first thing we need to do for those of us in the space sector is to create awareness. We need to let government and the people know the importance of space. We need to let them the good things that this sector offers, the socioeconomic benefits this sector brings to the people. Then governments can increase the spending, because space as it is, you're talking of communication right now. People in the remote areas, if you want to think of, you want to encourage them to participate in programs like this to be able to connect. You're talking of satellite communication. Carry on, Dr. Alade. So you think of, sorry about that, transmission. So you think of, the people in the rural areas, you want to connect them to be able to participate in programs such as this, in writing their exams. So you have to use satellite communication. So we need to let government know the benefits that space brings to the people. Then they will be able to put more interest, more spending, and then also put more money in educating people who will take over from the present leaders. So government needs to be made more aware of the critical role of satellites
or space sector, even for weather. Of course, weather monitoring, we use the space, the weather satellites for navigation, for positioning, and even satellite guides, even our their pilots means they're up in flying. So you have some satellite, sending messages to you, helping you, guiding you in landing, and also onboard communications these days. Onboard, when you are on board now, you can have internet. It's being provided by satellite. So we need to let the people know the importance of space sector. So I think it is creating awareness and letting them appreciate what space can bring to the people. And then the people will support governments in increasing space spending. That's my summation on that. Thank you very much. Même question pour vous, Souadel Malem. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour encourager le gouvernement à investir un peu plus dans les sciences spatiales? Très intéressante question. Et puis, pour bâtir sur ce que Madame Alalé disait, l'idée à la base, c'est de dire que il faut faire apprécier les gens, le secteur de façon générale, peu importe que ce soit pour l'aviation ou pour l'aéronautique tout court, l'aérospatiale, en termes d'industrialisation aussi. Donc, moi, ma contribution, c'est au niveau de l'industrialisation, parce que ce que j'ai fait pendant des années, ce que je continue à faire, c'est de promouvoir et de créer l'opportunité pour des projets où notre continent africain contribue à la construction d'avions. Et puis, je pense qu'il y a un aspect qui est très intéressant à ça, parce que je vois dans l'ouvrier, le simple ouvrier dans l'usine, les yeux qui brillent parce qu'il ressent le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grande nature. Et ça leur donne le goût d'être dans ce domaine. Et puis, ma foi, il y en a plein qui m'ont déjà dit qu'ils aimeraient que leurs enfants étudient dans ce domaine. Donc, pour moi, par le fait de commencer quelque part à contribuer à la construction de ce que nous utilisons, et ça, c'est un peu mon mantra africain, je dis, il ne faut pas qu'on soit juste des consommateurs, il faut qu'on participe à la construction de ce que nous consommons, incluant les avions. Et de là vient le fait que c'est ça qui m'a motivée à dire que, bon, en Afrique, il faut qu'on le fasse. Et puis, j'ai travaillé sur plusieurs projets. Il y a des usines aujourd'hui au Maroc qui font de la construction d'avions que j'ai moi-même implantées. Et pour moi, c'est les vraies choses du terrain qui font qu'on va vraiment créer quelque chose de terrain pour construire le knowledge, construire la connaissance, le transfert technologique vers notre continent pour que les gens savent comment faire au lieu juste de consommer les produits finalement. Donc, je pense que pour revenir à votre question, Léon, les gouvernements doivent encourager l'industrialisation dans ce domaine, doivent mettre le cadre légal, le cadre économique, financier, tout ce qu'il faut comme ingrédient pour que cette industrie se développe de façon plus consistante dans notre continent. Merci. Alors, voilà. On va prendre dans quelques instants quelques questions du public. Mais d'abord, j'aimerais juste poser une question à Edith Maladiop. Alors, Edith, qu'est-ce qui explique selon vous le fait qu'il y ait si peu de femmes pilotes de ligne? Yeah, I mean, could you please repeat the question, please, for me? Alors, on ne vous entend pas. Débranchez votre micro. Est-ce que vous pouvez reprendre la question pour moi, s'il vous plaît? Voilà. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Yeah, je vous entends. On vous entend, c'est parfait. Ok, très bien. Alors, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques pionnières qui ont joué un rôle important dans l'aviation, mais les femmes peinent toujours à s'imposer quand même dans ce milieu-là. En l'occurrence, la part féminine dans les cockpits, elle tourne autour de 5% approximativement, et les commandants de bord tournent à peine à 1,4%. Donc, vous voyez, c'est très minime. Et pourtant, les mentalités, tout doucement, commencent à changer, vu qu'avant la pandémie, on estimait qu'il y aurait un besoin de 800 000 pilotes, vous voyez, pour 2038. Mais les campagnes de recrutement, à mon avis, ne vont pas suffire à amener les femmes à devenir pilotes de ligne.
Je pense qu'il faut avoir une approche avec différents volets. Donc, en l'occurrence, je pense que Madame Alali disait qu'il faudrait des modèles, comme par exemple dans ce panel là aujourd'hui, on a différentes femmes dans différents postes dans l'aéronautique ou dans l'aérospatiale. Et donc, il faut pouvoir montrer à ces jeunes filles-là, et surtout à un âge précoce, que c'est possible, qu'elles ont un choix de carrière qui est assez viable au travers de forums de métiers ou en visitant des écoles. Comme disait, il y a une activiste américaine qui disait « You can't be what you can't see ». Donc, je pense qu'il faut plus d'exposition des femmes et je pense que Madame Alalé aussi en parlait, il faut plus de STEM aussi. Il faut développer les STEM en fait chez les jeunes filles. Et aussi, évidemment, il faut se débarrasser de ces stéréotypes qui ont un peu dur. Par exemple, dans mon cas, parce que moi je suis pilote de ligne, je dirais que non, il faut pas avoir de la force physique pour piloter, par exemple. C'était plus dans les années 60, maintenant les avions ont une technologie qui est tellement avancée qu'on n'a pas besoin de force physique. Ils sont commencés. Ou alors, je vous dirais aussi, parce que je suis maman maintenant, j'ai un petit garçon de 4 ans, je vous dirais qu'on peut concilier sa vie de femme et de pilote de ligne. Non, c'est pas plus difficile qu'un homme, parce que par exemple, j'avais des collègues qui me demandaient comment tu vas faire quand tu vas avoir ton bébé, tu vas continuer à rouler, comment tu vas faire. J'ai des collègues qui ont le même âge que moi, ou plus âgés, ou plus jeunes, qui ont des enfants de mon âge, et on leur a jamais posé cette question-là, parce que je trouve que c'est complètement ridicule. On fait le même métier, on est tous les deux parents, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, et on ne devrait pas poser cette question-là plus à une femme qu'à un homme. Ce sont des préjugés et qui sont préjudiciables pour l'égalité des sexes. Je trouve que voilà, ce sont des stigmates qu'il faut les éliminer. Donc oui, je pense qu'il faut une bonne communication pour montrer aux femmes qu'elles sont capables d'avoir ce genre de rôle-là. Et voilà. Alors justement, vous parlez des compétences. Je vais commencer à prendre des questions du public. Alors, il y a une question, justement, une personne qui demande, au regard de votre expérience, que pouvez-vous dire aux jeunes Africains et Africaines qui veulent se lancer dans ce domaine? Quels sont les prérequis ainsi que les compétences pour réussir de telles aventures? Les prérequis, donc, ce seraient les prérequis. Alors, vous avez la filière qui est classique en France, parce que moi j'ai fait mes études en France, donc il faut faire évidemment Maths, Maths P, il faut faire le concours à l'ENAC. Mais sinon, moi dans mon cas, et je pense que ça peut être le cas d'autres pilotes africains qui ne sont pas nécessairement français, qui ne peuvent pas rentrer à l'ENAC, il faut pouvoir se payer la formation, ce qui a un prix quand même assez conséquent. Et c'est la principale barrière d'accès au métier de pilote. Et pour vous, Souad El Malem, quelles seraient donc les compétences pour travailler dans le domaine dans lequel vous évoluez? Au fait, il y a plusieurs. Pour faire un avion, il y a tellement d'angles. Et ce n'est pas un travail, bien évidemment, simple, mais c'est un travail d'équipe où ça prend beaucoup de profils. Donc, il n'y a pas une personne qui maîtrise tous les aspects pour construire un avion. Par contre, ça veut dire qu'il y a tout l'aspect ingénierie. Donc, oui, il y a des formations spécifiques en ingénierie pour l'aéronautique. Donc, ça, c'est un aspect. Il y a tout l'aspect de la gestion dans lequel moi j'ai évolué, justement autour de donc une bonne formation en gestion des opérations qui permet d'être dans ce domaine-là, donc en s'approchant de ce domaine et puis de maîtriser l'ensemble des activités pour justement arriver à contribuer dans la construction d'un avion. Et bien sûr, il y a tous les métiers connexes, une multitude de métiers qui sont génériques, mais qui peuvent être spécifiques. On leur donne, on va dire, une saveur plus aéro, parce qu'il y a des spécificités aéronautiques particulières par rapport à des métiers qui sont même finance, mais finance en aéro. Mais bon, il y a
il y a une HR, mais la même chose. Donc, il y a quand même des spécificités qui font qu'on peut se spécialiser suite à une formation générique. On peut se spécialiser pour être plus proche et plus pertinent dans le secteur. Je dirais de façon générale, c'est un peu la chose, mais aussi il y a des métiers qui sont spécifiques à la fabrication. Ça, il y a des écoles de métiers, dépendamment des pays. Au Canada, il y a des écoles de métiers spécifiques pour l'aérostructure, d'autres pour le moteur, d'autres pour la maintenance. Donc, en France, c'est la même chose. Au Maroc, c'est la même chose. Donc, je ne maîtrise pas par rapport au reste du continent africain, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est que le modèle marocain est un modèle intéressant par rapport à ce qui a été fait en aéronautique. Il faut le citer. Très peu de gens connaissent qu'est-ce qui se passe au Maroc, mais si on prend le Maroc aujourd'hui a 140 entreprises en fabrication de pièces d'avion. 140. Donc, et quand moi j'ai commencé à m'intéresser au Maroc, il y avait déjà 100 entreprises qui fabriquent des pièces d'avion majeures au Maroc. Et depuis, moi-même, j'ai participé à l'implantation de plusieurs entreprises internationales au Maroc pour la fabrication de pièces d'avion. Donc ça, ce n'est pas venu par magie, c'est venu parce que le Maroc a mis une stratégie très, très pointue, très, très claire pour développer ce secteur en écosystème, et les écoles font partie de cet écosystème. Et c'est ça qui fait le succès de ce modèle, parce que même une entreprise étrangère qui vient s'installer au Maroc pour fabriquer ses pièces, ben, elle a l'école à côté pour répondre aux besoins de la formation de ses ressources spécifiques par rapport à ses besoins en particulier. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tellement complexe qu'il y a tellement d'angles, mais peu importe que ça soit en aérostructure, que ça soit pour le moteur, que ça soit tous ces aspects-là, ils ont des formations spécifiques, et le plus important, c'est d'avoir l'agilité, d'avoir des formules de formation adéquates pour former des gens qui sont prêts à justement travailler dans ce secteur, et que voilà, je pense que c'est ça la plus belle chose, c'est de participer à la production, parce que vous pouvez comprendre que c'est ce qui m'anime le plus, et que c'est très beau de voir la construction d'un avion, et de voir comment chaque petite personne pourrait fabriquer un bout d'avion et puis y mettre du sien pour avoir le résultat final qui est plus grand que nature. We have a question in the chat about education, and I think it's some questions for you, Dr. Brown. What place should primary education occupy in enhancing the attractiveness of science for young people? Yeah, thanks. But can you repeat the question? I didn't get the very early part. What? So what place should primary education occupy in enhancing the attractiveness of science for young people? The role primary education should occupy. Okay, so that's education in general at the basic school. You know, we need to have qualified teachers to handle the primary school students, and also, first of all, we need to keep them in school, and then we need to get their mind on studies. So these are general practice. And then as we move on, I think someone had mentioned the use of practical things. So teaching and learning material should be practical, should be geared towards sciences. I know kids are very fascinated when you talk about space. You can use objects in space, stars, the moon, twinkle, twinkle, little stars. I mean, to bring their mind onto sciences. Astronomy is the easiest way to get a child's attention into doing science. And then you talk also about other gadgets like telephone. Tell them, how is a telephone made? How are you able to talk to your parent at home? You want to tell your mother something? Use a phone from school. Do you know how a phone is made? A scientist.
an engineer did a phone like this. Would you want to be an engineer? Yeah. Do you know how this is done? So like you have to go to their level as kids, let them understand, put their mind in curiosity. They're already curious, but they need to be guided and shaped towards the sciences. In my local palace, we say you brainwash them. So you put their mind, you set their mind on the sciences, and then as they grow, their mind will be geared towards this. Let me share my own story. I had this natural interest in science. Of course, I didn't know that was science anyway. But growing up, I could ask questions. Why do we even have day and night? Why does it come like we have morning and then the next day it is night? Why do we have full moon? Because we play in the night when there's full moon, and then when the moon is half or crescent or no moon, it's not nice because we, the kids, are not able to play outside again, and it gets dark. So now I keep asking. I stayed in a coastal area as well. I asked my parents, why is the ocean behaving the way? Why does it, comes, ebbs? Why do we have the waves in the ocean? I asked these questions. Where is the rain coming from? Why do we get flooding? Sometimes when it rains some days, it doesn't rain other days. I mean, I want to know why we have such differences in nature. And then my teachers would tell me, or my parents would tell me, go and ask your teacher. You must do science when you are growing up. This is at a very tender age. Before 4 years, when I started speaking, I could ask this question. 4, 5, 6, 7, 8 years, I was asking the same question. Even to today, even as a scientist, I asked these questions, So I put myself in a position of kids. I started writing these answers to these questions I was asking when I was small in a way that any ordinary person can read and understand. Why is the ocean salty? I mean, why is fresh water not salty, but seawater is salty? Why do we have, of course, moon faces of the moon, rotation of the earth, seasons of the year? So I write these simple articles in journals for people, ordinary laymen, to read and understand nature. So I will encourage all of us sincerely, all scientists, you can go into answering some of these questions. Even in chemistry, you have a soap that is pink or blue or red, but when it foams, it becomes white. Why? How will you explain that to a child? People want to know some of these questions, and it will fascinate them. They will want to they want to go into it in understanding what it is. So when you pick it up from there at a very basic age, you start with that, and then the drawings, the textbooks, instead of just drawing a caricature of a human being, a cartoon, draw some natural things, like draw the moon, a crescent, draw a star, imagine a galaxy, those kind of things. Then we set their minds in the field. As they grow, it will be in their conversation. And if they meet the right people on their way up the ladder, of course, they will be guided through, and then they will remain as scientists going up high in the academic ladder as well. Thank you, Dr. Alade. I'm going to come to you because there's a lot of questions in the chat about training program, masters, because obviously you have a PhD, MBA, so you're probably the best one to answer to the question. I mean, all of our panelists. I will talk about that, yes. But before I talk about the training, let me add to Dr. Abimbole's submission on government intervention in these things. You see, I just finished the meeting before joining this one, and we were talking about space law and space science education in Ghana. Government role, in fact, we can explain as much as we can for them, socioeconomic contribution and all that. But until we have our kinds in government, they still don't understand. So I'm advocating that scientists should get into
into politics. Scientists should get into government. Scientists should go on the decision table so that, yes, you see Dr. Abimbola in her position, she's in government. Though she's not a minister, she can't take certain decisions, but at her level, she can take certain decisions. If she could rise to become a minister, the challenges she's facing now, she will go straight to that point in trying to solve them for satellite communications in Nigeria. Definitely. So if we get our kind in government, we are going to tackle the problems head on. So this is one. And then now let me get to the training. So I said that there are lots of opportunities. These days, because of COVID, I sat down 8 a.m. in the morning, and I've been in webinars until this is probably my last one for the day. This is the 5th webinar I'm attending or contributing to. So the opportunities are there. They should just get into the network of those who will share these opportunities that comes. We have workshops, a lot of them in the field of space, different space-related areas, communication, Earth observation, climate change, even engineering, space engineering. We have a lot of this training. The calls come every now and then. It can be like training as postgraduates. It can be short courses. It can be fellowship. It can be webinars like this. So I would say that they should keep to their circles or broaden their networks so that they will receive some of these announcements. And of course, some of us should also make it a practice to share the opportunities as they come with the younger ones or with colleagues, and then say, please share, please share. And it will go well. Today, social media is helping us a lot. Once you put a thing on Facebook, you have 5,000 followers or friends, and then many more followers. They will see the announcement. So we should use our social media network, put the announcement or opportunities as they come for the young ones to also have opportunities to participate. Yeah. Thank you, Dr. Alale. So as I was mentioning, there's a lot of questions about training program for students who are studying masters. They're asking questions about workshop for graduate students. So any advice you can give to those people in the chat was asking about a workshop and training? Let me start with my alma mater, which is ISU, International Space University, Strasbourg, France. There's an ISP, that's a summer program, which there's a form of sponsorship. So if any student, regardless of your background, if you want to get into space, if you want to start learning about space studies, if you want to become, space inclined, if you go to ISU website, the summer program, there's a form of sponsorship there. I think they are supported by EU and some other big institutions, space institutions, to be able to sponsor, candidates who want to. The summer program is about 3 months. You understand? So that is one. Then you have the acting space, France, where there's a competition where even AASO, the African Aeronautics and Space Organization is part of it, the acting space, where you can participate in different competition being organized. Then you have the USTTI by the US. Then you have the COICA, the Korean space, the Korean program, train people in IT and different things. Then for India, there's ITech. And then of course, for the United Kingdom, from time to time, we come together with other partners and sponsor, different IT. We take anybody willing to do IT to come around to do some IT programs with us. But for graduate programs, there's several of them online. And I'm sure if they do their research, if they're very interested in space, there's so many opportunities for them. So I've just mentioned this few, but I know that in India, you can have ITech, in Korea, the COICA, in US,
You have the USCTI in France, you have the African Space, and then China Space Science Program also. So you and SSP in and AASO Strasbourg. So there are opportunities for them, and we do encourage people to actually always, want to learn. Somebody mentioned something about what course do I study before becoming an astronaut. From my experience, and if you can study anything, because space, we call it the 3 I's because it is interrelated, it is international in nature, and it's intercultural. So you could study anything, but of course you need basic programs. You need to go to basic programs like the ones that International Space University in Strasbourg offer you, to be able to convert you to be able to study and understand the space environment. Then you can now start the astronaut program. And some are engineers, some are even medical doctors, some are just scientists who carry out, who want to know more about their, even pharmacists who want to know about plants, culturing of, developing drugs in space. So you can be anything, but it's just that to get into the astronaut program, you have to be selected by those who do space missions, like the US, the Russians, the Chinese. So, but being an astronaut, you just have to have an interest in space, and you get to, know different things. So I think the opportunities and programs like this also encourage people, and like I said, it's creating awareness. It's sort of creating awareness for people to know what goes on in our sector. So I think more of this kind of program is very necessary. So thank you. I have another question for Souad El Malem et pour Edith Maladiop également. Quel est le futur de l'aviation avec un monde de plus en plus susceptible à des pandémies et des confinements? Je vous laisse commencer, Souad El Malem, et puis on passera à Edith. C'est une question très, comment dirais-je, c'est une question qui s'impose, premièrement, oui. C'est clair que au début de la pandémie, on pensait que ça y est, c'est fini, on ne prend plus l'avion. Mais bon, déjà, on sait pertinemment, Edith peut confirmer ou infirmer, mais je suis sûre qu'elle va confirmer que c'est pas vrai, parce que bon, après quelques mois, moi-même, j'ai déjà fait 2 déplacements en novembre et en janvier par affaire, parce que c'est bien beau les Zooms de ce monde, les Teams de ce monde, mais il y a des limites. On ne peut pas faire des affaires déjà comme ça, par des médiums comme ça, il est clair. Bon, ça fait, on peut faire à une certaine limite, on peut faire certaines choses à distance, mais on n'arrêtera jamais de se déplacer, en d'autres mots. Sans parler de tourisme, sans parler de voyage plus personnel, mais de façon générale, un déplacement, c'est un déplacement, et puis on va plus apprendre à vivre avec des pandémies que laisser tomber l'aviation. Donc, pour moi, c'est plus il fut un temps où je regardais les Asiatiques porter des masques dans les aéroports, puis je les trouvais bizarres. Aujourd'hui, ça sera plus bizarre, parce qu'on va tous vouloir le faire, même si ça sera obligatoire. D'après moi, il y en a qui vont continuer à vouloir les porter. Moi, la première, je dis, bon, il faut savoir se protéger, puis ne pas prendre certains risques inutiles. Donc, ça, c'est des choix qui deviennent intéressants, dans la mesure où tout ça pour dire qu'on va apprendre à vivre avec ça, au lieu d'éviter certains déplacements qui sont, à mon avis, ne serait-ce que professionnellement parlant, inévitables. Edith Maladiop, quel est votre avis sur la question? Oui, je rejoins tout à fait. Je pense qu'on va devoir s'habituer à une nouvelle normalité. En fait, on s'attendait à pouvoir repartir à l'aviation pré-pandémie, mais il y aura une nouvelle normalité avec notamment le développement de passeports de santé, des masques ou d'autres restrictions que les compagnies aériennes vont imposer. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'elle a bien tout expliqué. Alors, j'ai une dernière question par rapport à l'éducation. Quelqu'un demande dans le chat, faut-il absolument passer par la case classe préparatoire pour percer dans ce domaine, ou bien pensez-vous que les universités africaines ont leur place à prendre dans cet univers très compétitif et exigeant? Edith ou Souad?
this universe that's really Je pourrais prendre la question sur le... Et je vais y répondre plutôt par il n'y a pas une réponse. Oui, c'est sûr que les universités africaines doivent prendre leur place, pas juste peuvent, mais doivent prendre leur place. Mais si je reviens à l'exemple marocain que je connais intimement, et comme j'ai dit, le secteur, que ce soit l'aviation ou l'aéronautique, c'est vaste. On peut, dépendamment de quel angle et c'est quoi la contribution qu'on veut faire dans ce domaine, bon, le Maroc a démontré qu'on a des écoles de toutes sortes par rapport aux besoins au niveau de la fabrication et de la construction de pièces d'avion et par rapport à la formation et donc par rapport aux pilotes d'avion, par rapport à la maintenance d'avion. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment de ce qui nous intéresse, mais je pense que pour l'industrie, il faut que le continent africain et chaque pays se dote en fonction de leur... Bien sûr, chaque pays a sa stratégie industrielle, mais si l'aéronautique devient une priorité, il faut se doter de vraies stratégies constructives et pérennes, de manière à inclure la formation dedans, parce que c'est un tout, c'est un écosystème, donc c'est un tout. On peut pas faire des choses de façon débridée pour avoir des résultats qui sont plutôt efficaces. Donc ça c'est la logique plus industrielle. Mais de façon générale, la formation, oui, la réponse est oui. Chacune de nos universités ou écoles africaines devrait se poser la question sur la pertinence d'avoir des programmes comme ça, parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient faire ça, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller en France ou parce qu'il y a X, Y, Z obstacles qui ne le font pas. Donc, il faut qu'on devienne autonome par rapport à ça. Pour moi, c'est clair. Merci beaucoup. Je vais quelques instants revenir sur votre carrière. J'aimerais qu'on parle un peu plus de votre parcours. Et je vais commencer d'abord par vous, Souad, puisque vous aviez la parole en dernier. Alors, on a parlé des études, etc. Mais une fois qu'on a le job, qu'on a le rôle à responsabilité, comment est-ce qu'on fait pour s'imposer? Et je vous pose la question parce que donc, vous avez passé 15 ans à Bombardier, vous avez réussi à les convaincre de construire l'usine Bombardier au Maroc. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour les convaincre? Bon, pour répondre à cette question, je pourrais parler pendant longtemps parce que le parcours est un parcours qui s'est fait sur plusieurs années pour arriver à un résultat. Donc, l'image qui me vient à l'esprit, donc c'est pas un sprint, mais c'est bien un marathon. Et il faut avoir le cœur solide pour faire le marathon. Donc, ça c'est clair. Donc, de façon générale, je dirais que comment percer dans un domaine ou de façon générale, c'est un domaine d'hommes. Parce que moi, quand j'ai commencé chez Bombardier, on était très peu de femmes et ça continue. C'est pas nécessairement, c'est pas juste propre à nos pays africains, mais c'est même dans les pays occidentaux, que ce soit industrialisé. Il y a quand même le nombre de femmes dans ce domaine n'est pas nécessairement, surtout dans la haute direction. On était très peu de femmes dans la haute direction chez Bombardier qui pouvaient avoir des postes de responsabilité. Donc oui, il faut faire sa place. Et puis pour faire sa place, si je prends l'exemple en un résumé très court, j'ai toujours voulu, je me suis toujours dit que s'il y a quelqu'un à côté de moi qui est capable de faire le même travail que moi, je vais le laisser faire. Se compétitionner sur le même rôle ne m'intéresse pas. J'ai toujours été à la recherche de ce que moi je peux faire que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Donc, c'était toujours une façon de faire chez moi qui a fait que je me suis toujours démarquée dans chaque rôle que j'ai eu. Je me suis toujours démarquée. Et quitte à dire, j'irais même plus que démarquer, c'est que j'ai réussi en une dizaine d'années de passer d'un rôle dans une entreprise de 70 000 personnes, de passer à la haute direction, donc vraiment vers le haut de la pyramide. Et ça, c'est grâce à une façon de faire qui est de pas être en compétition avec tout le monde sur les choses que tout le monde peut faire. C'est de trouver comment on peut amener de la valeur ajoutée
par rapport à nos compétences et par rapport à notre façon de voir les choses, et surtout de ne pas penser qu'on n'est pas capable de faire des choses, parce que ce n'est pas un rôle qui existe. Non, on peut créer des rôles. J'ai créé souvent des rôles dans mon organisation qui n'existaient pas, mais parce que je pouvais démontrer à mon employeur qu'il y a quelque chose à faire là, puis qu'il y a un vide, et puis que voilà comment je perçois le vide et comment que je peux combler le vide. Et ça devenait mon rôle, et puis j'ai eu du plaisir à le faire parce que ça devient son bébé, ça devient sa réalisation. Et puis l'usine de Bombardier faisait partie de ces démarches-là. Parce que je regardais la situation globale de Bombardier, de la supply chain, des besoins de compétitivité, des besoins de marché, puis je réfléchissais, puis j'ai fait des liens, puis j'ai dit pourquoi pas, puis j'ai proposé, mais justement en proposant avec des faits, parce que convaincre, c'est pas parce que il y avait déjà un de mes patrons chez Bombardier qui m'a dit c'est pas pour tes yeux qu'on va aller au Maroc, il va falloir que tu nous prouves pourquoi, avec raison. L'intérêt dans tout ça, c'est de dire si on veut avoir une démarche, il faut la crédibiliser avec des études, avec des analyses, avec des faits. Et c'est comme ça que j'ai réussi, parce que le Maroc était en compétition avec le Mexique, avec la Tunisie et avec la Turquie sur ce projet-là. Et c'est par un exercice factuel que j'ai pu démontrer que le Maroc était la bonne destination. Et je ne me suis pas trompée. Donc, au final, tout le monde était heureux parce que le projet était un franc succès et ça avait toute sa valeur ajoutée, que ce soit pour Bombardier ou pour le Maroc. Et pour moi, c'est le succès de l'exercice, de pouvoir avoir des situations gagnantes-gagnantes de par son employeur, que de par le pays de destination, que de par soi-même, parce qu'on apprend dans tout ça. Et d'ailleurs, pour conclure, c'est grâce à cette expertise que j'ai développée chez Bombardier de mener jusqu'à la construction d'une usine et la livrer avec des ressources et tout. Aujourd'hui, j'œuvre chez Systémique, qui est la compagnie que j'ai moi-même fondée, pour faire le même exercice. Et depuis 2015, j'ai implanté plusieurs projets industriels de la même façon. Donc, finalement, cette expertise m'a permis d'exister aujourd'hui de façon autonome d'un employeur, finalement. Donc, c'est un peu la beauté de la chose, de se trouver, de se créer sa place, sa propre place dans un monde que tout n'est pas tracé. Puis d'ailleurs, tant mieux, parce que si on attend juste ce qui a été fait pour nous, c'est pas là le plus gros gain, mais le plus gros gain, c'est de se créer sa place de choix et de la vivre et d'en profiter. A similar question, thank you very much. A similar question for you, Dr. Alale. So Swed and Malem she was talking about leadership position. So in 2016, you were the first and only female CEO of a major satellite company. So according to you, what can be done to help women to reach top leadership position in this sector? Thank you. What can be done to help women to reach leadership position? Like I mentioned earlier, dedication, commitment to your course, and your ability to conceptualize within and outside and beyond the space sector. Let me now talk further. For women, you know, Dr. Nassam, the women are naturally good managers. Therefore, women are good leaders. So women, if they put their mind to anything they want to do, I believe they will excel in it. And for space sector, it is not gender sensitive. It's just that we do not have many women interested in the sector. But with all those programs, if we continue to encourage women to come and we continue to show them that, what we can do, what women can do as leaders. And when you are in position of leadership, also try to be good examples. Those of us who are there right now, we need to be good examples so that more women can be appointed to position of leadership. We should not involve ourselves in things that can jeopardize the chances of other women.
we should always try to do, perform very, very, very well. And of course, preparation, there's so many groups, advocacy groups right now, training and preparing women for leadership positions, management and business. They prepare women for leadership roles. So women can actually, and I know that different countries have different advocacy groups like that to encourage women. So they train, I mean, we can, all the women, I think that there was this program, there was this other program that I attended, one other webinar series I attended, that we all agreed, I think it was here, we agreed that we will get together and start encouraging young women. We will prepare them, share our experiences with them, because adequate preparation is good, so that women are not found wanting. For example, the WIMBIS offers to train women in board roles. So if you're a board member as a woman, you need to be able to play your role, because men is naturally, it's a man's word, but women, we double, you need to double your effort, and you can't be found wanting. You don't want to be said, you don't want things like those things that Dr. Nana mentioned, the natural things that women have to deal with to be a cog in your wheel of development. You must learn how to overcome such things and still, compete with your male counterpart. So different developmental programs, we need to put them in place for women, for ladies as they're growing. So we must train them, we must share experiences with them, we must try to improve them. And we can come together as, women, different women in leadership position right now, we can come together and share there's nothing as good as experience. So for example, if I want to be a pilot, I want to be a business owner, I can meet Madam Suad, I can meet Madam Edith, I can, they can coach, you share, you call them. We have something we have in ICT in girls in ICT. We talk to young girls, we show them what we do here, we show them different, all the ladies, all the women who are managers in different positions in our company. We invite them, we let them see what we're doing in the space sector. We let them understand what satellite is all about. So those things, we also give them, organize competitions and reward the winners. So those kind of things encourage, and they want to see, we talk about women leaders in different positions. So encouragement is key. We must continue to encourage them through programs like this, through talks, through training. So any form of training to coach them and prepare them to be able to, stand head to head with their male counterparts. We must continue to prepare the women. But there are so many, these days, there's so many different, other than governments, private sector, NGOs, non-governmental organizations, talking to young ladies and preparing them for leadership roles. So more of that, we really, really need to continue to do this kind of thing. And of course, you showcasing women in different is also a way of encouraging young girls to want to be, and another thing is that right now, governments globally, and of course, education, child education is key, because you need to give them good foundation, because you mentioned something about primary education at that time. You need to give them good foundation from the beginning, get them interested in STEM by, making teaching as easy as possible. So assimilation, using real life experiences to teach them. And of course, for governments to also meet up with their global commitment to saying, you have between 35 to 40% of women in leadership roles. All governments internationally should try to meet up with that global agreement. It's a silent global code that at least in your cabinet, if you have up to 35 to 40% of women in your cabinet will actually do well, at least then you'll be representing women. So I think we all need to, push our government, make sure that they align with appointing more women into leadership, categories. We need to do more advocacy work for women, project women also who have done well, who have achieved well. People like, Madam Suad, who is, running her own company. She can come forward and tell girls, this is how I do my things. Madam Edith, as a pilot, can come forward
Dr. Nana, she needs to tell them what it takes to be a lecturer and what I experienced, right? And say, you know, what she also enjoys. She needs to let people know that being a lecturer is fun, because at the end of the day, you want to be whatever you and you want to have fun. You just don't want to be, you know, the stereotype of saying space sector is very tough. We need to show that we can also have fun. Like the pilot, the Madam Edith, I'm flying this plane, but these are times I relax. And what you do as a pilot, when you are not flying your plane, we need to let the young people see it so that they can be encouraged. That it's not all about, you know, being in the laboratory. That STEM courses is not about being in laboratories. I can aspire to be one day, if I actually face my duty, I can own my own company like Madam Suad. I can be this, I can be that. By the time Madam, for example, Madam Dr. Nana, she's appointed the dean of a faculty, or she becomes a full-time professor. She keeps on. I mean, a lot of ladies want to be professors. So we need to showcase more of our talent, and we need to also advocate more to government to make women part of their representation. Dr. Nala said something about, yes, our kind. When our kind is in government, we will be able to do more. So it's the same thing when women are in leadership position, we'll be able to bring us more women, be able to train more women, and women are, like I said earlier, they are natural managers, and we can do better. We can even save our government money, and we can direct, you know, the resources. We'll be able to help government to manage the resources better. So I think as women, as you're projecting us right now, I think we are also, with this program, we are encouraging so many women to want to be where we are. So a lot of encouragement is needed for commitment, dedication, aspiration, and wanting to be there, because you can create the opportunities. What if they're not interested? So interest is first, commitment, dedication, and being very innovative is key. Thank you. Thank you. So commitment and money also. Maybe there's a question in the chat. Somebody's asking, how can developing countries get adequate funding for STEM activities, Dr. Alale, and then I will come to Dr. Nana Brown. Okay, the STEM activities, government, there's the deliberate, intentional effort. When I say deliberate, I mean it's intentional. These days, government now realizes that there's a depth of STEM, you know, interest in STEM. So there's so many, like in Nigeria, I know that there's a global competition starting from, you know, primary and secondary school. They call it JET. Ministry of Education does a lot of JET, they call it JET mathematics, you know, competition to develop it, and government sponsor them. And then when you come out first, government give award scholarship. So government puts interest more now in saying, okay, for special and STEM students, we will sponsor them, because like I said earlier, those courses are expensive. So more scholarship, government and NGOs, we need to sponsor more, make our focus, you know, put more money into sponsoring people who want to go for STEM courses. So we need all governments to come together, and we need United Nations to make it like more, you know, when the body that supports our sector in the United Nations Office of Arts and Affairs, CUPUS, and all of them, they need to come together to let government know that national governments, their member countries know that more money should be put into the sponsorship of STEM courses. So government can do more. Government is doing, but maybe it's not enough. But when we keep talking like this, conversations like this, we get governments to be more aware, and that we need to push more people into STEM, and government to sponsor. So we need to sustain this kind of conversation that we're having right now, and we'll be able to reach government to do more. Dr. Brown, what's your take? Yeah, so thank you. I saw the question in the chat, and I tried to answer it in the chat. Look, the thing is that developing countries, I can use Ghana and Nigeria as an example. We are not poor. We have the resources, we have the funds, we have the money. So it's a question of prioritizing what the government wants to do. If the government decides that I want to develop STEM, I want to develop space science, I tell you, we don't need foreign funds. We don't need funds from development agencies and all those kind of things. We can support the science, we can support the space science from within. So if government, and I still come back to getting our kind out there. Look,
the country spends a lot in doing so many, I will call, unnecessary things. But then if we understand that if we invest in one-time space science, the benefits, what we'll reap eventually, it's more than, we can compare US, how much they invest in space and how much they get, the revenue they get from space science. We can even just talk about India. We can talk, we can talk about all the developed countries. I've not seen one developed country that is not using space science. All developed countries are into space. Whether they developed before going into space or they were in space and got developed anyhow, all developed countries have space science programs. So I don't know what is delaying developing countries, what is pulling us back in, or why are we dragging our feet into getting into space technology to develop ourselves. Communication is so expensive. Go to Europe, go to America. Phone calls are even free from landlines. You call from your mobile phone, it's free. It's just because they are able to put communication satellite out there. And so it supports them. Now we have become users of space and we are not contributing in any way. We have the expertise, we have the human resource, we have people who have been trained in these areas. The only thing we need now is the will of government. Even there are even agencies, private sectors that are ready to invest in space, but the will of government is not there. So if government starts the initiative that this is where my policy is going, for now, from the next 5, 15, 20 years, I want to use space science to develop the economy. We can link all the economic indicators to space science. If you remember, I don't know, those who have seen the African Union Space Science, the African, the Astronomy Development Office, AOD, their strategic document, I think it's UNUSA as well, the strategic document. All the sustainable development goals are linked to astronomy. So now, if we just use astronomy and even forget about every other aspect of space science and focus on developing astronomy, that's where we got the wireless network. That's where we're getting mobile phone. That's where we're getting a lot of our technological gadgets from. So sincerely, for me, if I sit down and I think like, why are we dragging our feet? And then we still have to get back to the fundamentals. Who is there in government taking the decision for scientists? Who is there in government taking the decision for the STEM education that we need in the country? They are lawyers, they are social scientists, they are this. We have only few scientists and engineers in government. And so it's like, if their request comes to a push, there's a vote, and they're always at the losing side because we have just a few of them. I mean, if they vote, we definitely will lose out. So if we get a number of us, as I will keep repeating this because this is my advocacy. If we get a number of us in there, then definitely decisions, even if it becomes difficult and it gets to where people must vote for the decision or cabinet to take decision, then the vote will go the way of the majority, which will be eventually scientists and engineers. Until we do that, sincerely, we'll go round the circle. We're not going to achieve anything. So I repeat that we have funds in the countries. We have resources that developed countries do not even have. Take Ghana, take Nigeria. Ghana has gold, diamond, timber, redwood, or what? We have oil, we have, I don't even know what we don't have again. So what is our problem? We have human resources as well. We have the brains. So we have no reason, we have no excuse not to develop sciences or STEM or space science to help us develop our economy, to help us develop our society. Thank you.
Thank you, Dr. Brown. We have half an hour left before the end of the session. So if you have any question, please drop your question in the chat. Edith Malajob, je vais venir vers vous avant qu'on arrive à la fin de cette séance. Alors, bien sûr, on a parlé de votre métier de pilote, qui est un métier glamour, mais j'imagine que ça n'a pas été facile. Vous en avez un peu parlé un peu plus tôt. Non seulement vous êtes une femme, mais vous êtes jeune. Alors, quelles difficultés vous avez dû rencontrer au cours de votre carrière et surtout, comment est-ce que vous avez fait pour les surmonter? Ok. Oui, c'est vrai que mon parcours a été plutôt linéaire. Mais bon, l'aéronautique enfin, d'un point de vue opportunité, c'est plutôt cyclique. Donc, à la sortie de l'école de pilotage, réussir à avoir un emploi en tant que pilote n'est pas garanti. À moins d'avoir un contrat qui est préétabli avec une compagnie en tant que cadet. Je n'ai pas eu cette chance-là. Par exemple, c'est le cas des cadets d'Air France. Cependant, j'ai eu le commandant Claude Aubray, qui était un collègue à mon père à Air Afrique, qui m'a donné ma première chance. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant qu'assistante du directeur du bureau d'études et du responsable formation à Air Ivoire. Et donc, ça m'a permis d'avoir différentes perspectives dans l'industrie pendant 1 an et demi avant de faire ma formation sur Airbus A320. Donc, voilà, je dirais que c'est pas facile d'avoir son premier emploi, mais il ne faut pas se décourager, il faut chercher quelque chose en parallèle, toujours dans le milieu de l'aéronautique, en se disant que ce sera plus tard, ce sera un plus, ce sera une formation supplémentaire. Par contre, donc j'ai pu commencer à travailler à Air Ivoire, mais Air Ivoire a fait faillite, donc c'est bien le problème aussi de nos compagnies africaines, c'est que la plupart n'ont pas de très longue vie. Mais j'ai pu rebondir à Senegal Airlines, parce que c'est ma deuxième patrie, je suis aussi sénégalaise. Et donc voilà. Donc, je pense que la question que pourrait se poser aussi, est-ce que j'ai eu des difficultés parce que j'étais une femme? Je vous dirais que non, parce que dans les deux compagnies où j'étais à Air Ivoire et à Senegal Airlines, on n'était que 2 femmes. Et à aucun moment, je n'ai ressenti de discrimination, de pression de la part de mes collègues. Parce que, enfin, c'était surprenant. Enfin, moi, j'étais surpris, étonnée. Mais bon, voilà. Donc, mon genre n'a pas été un problème. Et même dans la compagnie que je viens de quitter, je n'ai jamais eu ce genre de discrimination-là. Au contraire, je me mettais une pression moi-même parce que je suis un peu perfectionniste et je voulais être irréprochable. Et c'est certainement ça la clé de votre succès. Et pour vous, Souad El-Malem, quelles leçons vous retenez de vos 15 années passées à Bombardier? Bon, il y a plusieurs leçons, mais je dirais principalement, il faut un peu suivre ce qu'on essaie de dire aujourd'hui par rapport à comment inspirer les jeunes filles, par rapport à comment inspirer les jeunes tout court. L'idée est très simple. C'est premièrement, pour moi, c'était très très clair, c'est dans mon ADN, c'est de ne pas chercher des rôles existants qui sont bons et je dois devenir ça, je dois devenir ça. Je me dis, on se doit d'avoir une éducation de base, on se doit d'aller avec nos affinités et avec nos préférences, mais on se doit aussi de se garder ouvert aux opportunités et c'est parce que les choses dans le monde professionnel, les choses vraiment très très intéressantes dans le monde professionnel ne se concrétisent ou ne deviennent claires qu'une fois on est dedans et on les vit, on les pratique. Donc c'est vraiment, il ne faut pas se limiter, il faut rester ouvert et il faut think out of the box et il faut aussi faire son carré de sable soi-même, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut pas chercher le carré de sable des autres ni vouloir fitter dans une case. Il faut voir comment on peut amener sa propre valeur ajoutée. Pour moi, c'est une leçon de vie parce que je l'ai vécu comme ça. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Et ça me ramène même à la question que vous avez posée à Edith par rapport à comment, grandir ou vivre une expérience professionnelle dans un monde d'hommes. Parce que dans la fabrication d'avions, la construction d'avions,
C'est un monde d'hommes, clairement. Et puis, est-ce que c'était toujours facile? Au démarrage, pas du tout. C'est pas mortel. Ce qui n'est pas facile, c'est parce que c'est la différence de venir dans une réunion où il y a 10 hommes et on est la seule femme, puis on est jeune, on est femme, puis on intrigue et puis on fait face à des points d'interrogation, mais ça dépend de la posture que nous prenons, nous, parce que pour moi, je n'ai jamais permis à personne que ce regard change quelque chose en moi par rapport à ma posture, à moi, de comment moi je vais faire mon travail. Donc, j'ai toujours pris une posture de, bon, que ce soit homme ou femme, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, le genre n'a pas de place. Je ne lui laisse pas la place dans ma posture et ça me donne toujours une posture très solide qui finalement, l'homme en face de moi, mais il va s'y faire, il va même respecter et apprécier. Donc, tout dépend de nous, comment on se positionne et quelle posture qu'on prend, et puis ça nous donne finalement toute la liberté de faire son travail, d'exceller, d'avancer, de réussir. Et puis, pour moi, c'est intuitif, mais ça marche. Et puis, je continue ma carrière, même si j'ai ma propre boîte, je continue à travailler avec un monde très divers, et puis la posture est la même, et c'est ça qui fait le succès. Pour moi, il n'y a pas de secret. Voilà. Merci. And what about you, Dr. Nana Brown, before we get to the end of this session, what is your hope for the future of aerospace and space sciences in Africa? Sorry, your voice went low. Sorry, I was asking, what is your hope for the future of space sciences? Can you hear me? Yes. So what is your hope for the future of space science in Africa? Okay, so I would say we have come far. I mean, there have been some efforts. It wasn't like this even 10 years ago. So there's been some efforts, just that we are moving at a very slow pace. And of course, we should know that the world is not waiting for us to drag our feet to get there. So the earlier we move, the better for us. I'm hopeful because there's interest. I'm hopeful because people are realizing the importance of space science. I'm hopeful because at a point you just can't do without space science and technology. All of us will have to get onto it anyway. So we'll be compelled to use and contribute to it. But then if you don't start early, we will tend to do it at a more expensive rate than what it is even now. So when we contribute to it, we can expect that we have, so it's like we involve in the industry kind of, so the benefit comes directly rather than paying for every time. So I will say that there is hope because we have a lot of young people who are studying different aspects of space science. And so the future is actually bright. We just need our government to also come in line with these, we have to get them up to speed with the way things are going globally and also the need for our development from space science. Thank you. I'm going to come to you in a second, Dr. Alali, but there's a question for Edith Maladiop in the chat. Edith, quelqu'un demande, donc c'est un ou une pilote au Congo qui est originaire de la République du Congo et qui demande quel conseil vous pouvez aux jeunes de son pays. Quel conseil en fait pour pouvoir to reach voilà, la question est assez longue, mais donc la personne explique que il est officier d'un Boeing et donc cette personne aimerait savoir quel conseil on pourrait donner aux jeunes de son pays
les jeunes qui aimeraient suivre votre trajet, votre chemin? Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est pas vraiment comme ça que j'ai compris la question, mais les conseils que je pourrais donner pour l'aviation, en tout cas, je dirais que c'est un virus. Donc, soit on l'a, soit on l'a pas déjà pour commencer. Donc, il faut être passionné et très impliqué. Ensuite, il y a une maxime de Saint-Exupéry qui dit fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Donc, je dirais qu'il n'y a rien d'impossible, il faut être juste persévérant, il faut avoir de la motivation et surtout de la confiance en soi. Comme disait Swad, il faut pouvoir se démarquer. Et surtout, en tant que femme, il ne faut pas cesser de se décourager, il ne faut pas se dire qu'il y a des métiers qui sont exclusivement féminins. Et voilà, on est maître de notre destinée, en l'occurrence, nous sommes maîtresses de notre destinée. Et on peut faire de nos rêves une réalité. Donc, j'encourage toutes les jeunes filles, enfin, tous les jeunes en général africains, à embrasser ce métier-là. Et par rapport à la façon dont j'ai compris la question, je pense qu'il faudrait qu'il essaie de contacter des écoles ou de se rapprocher des écoles, parce que comme je pense que Nana disait, c'est vraiment dans l'éducation, il faut vraiment viser l'éducation des plus jeunes pour commencer à les intéresser à ces métiers scientifiques. Merci, Edith. Dr. AASO, my question for you, and before we get to the end of this session, what is your hope for the future of aerospace and space sciences in Africa? I think Dr. Nana has addressed the future of the space science in Africa, so I'll just focus on the aerospace aspect, which because of commercial activities and all that. So for me, I think the future is actually aligned with what she said. The future is very promising because one, Africa remains the least connected or wired continent. And then with the COVID-19, pandemic, there is need for connectivity more than ever. So we need more of space resources, satellite resources to be able to get by and catch up and be able to get connected. We have digitization in the world right now. How is Africa going to get digitized? The satellite and space sector, they must contribute their quota to the digitization of Africa, because everything is talking of digitization, and that means communication on very high speed of internet. You talk of 5G coming into place right now, then satellites and the space sector, they have a role in backhauling of 5G services. So for me, there are things that they are already naturally, in place to ensure that Africa, takes its, Africa takes its place in taking advantage of the multi-billion-dollar business of aerospace. So if all the governments are interested, of course, we can come together like there's an African space agency who can coordinate the affairs and make sure that African operators are given priority in terms of services. And of course, they can also coordinate other things like making sure that we have shared infrastructure to bring down the cost of services. Because I heard Dr. Nana saying communication is very expensive in Africa. Yes, it is, but I think we need to work, all of us, the space agencies and the African satellite operators, we need to work together to say, let's share infrastructure and we can bring the cost down for our people to be able to make use of satellite or space resources. So the future is very promising, but we must coordinate ourselves. We must, it must be a deliberate effort to say, yes, we want to advance. If we want to advance, then we have to use satellite, because the people in the rural areas, they need connectivity. How do you connect them? They need satellite. I mean, our weather situation, we can be monitored. We have desertification, which the space weather, the remote sensing satellite can monitor. We have the same remote sensing that can help in agriculture. So we have myriads of problems, of issues confronting Africa, where satellites and space play a huge role. So if we get our acts together, there is hope, and aerospace is very, very, I mean, it's quite promising. There's something we can do,
we can access space and use it for our own good. So it's quite promising. The future is promising, I can assure you. That is from my perspective, and I think from the perspective of those who have spoken. Thank you. Thank you. I'm going to take one more question, maybe for you, Dr. Brown, or for you, Suad. What is the best way to contact key people in African universities to propose aerospace projects to students or internship? Okay, thank you. I'll give one example. So Google made a call for proposals on STEM. So I got an email from my university research office. It was a mail from someone, a lecturer from Nigeria University. So he wrote to the university email and said, I'm looking for female or women in STEM to collaborate with to write a proposal to Google for this call for proposal. And so my university forwarded it to me and my other colleague in the department. So there are so many ways to find lecturers. Go to the university, just think of any university in Africa, go to the website, look for the faculty, look at their research areas, you definitely will find some. This is also another platform. I mean, with me, you have the link to the University of Ghana. You have the link to almost every university in Ghana I work with. Every university in Ghana, except, even for private ones, yeah. I also work with universities in Nigeria and South Africa. So I have colleagues who are in almost every university in Africa. So once I have this and I send it to my network, you are sure of getting that. I'm sure most of the panelists also have the link to the universities in so many ways, colleagues, friends, whatever. So just get to somebody to start networking. But if you keep the information to yourself and you think that you don't know anyone to talk to, then it continues to be with you. Even then, just the next person standing next to you, no matter the level, if you just bring this idea up and talk, you may share, or that person may share with you some of these ideas, and then you take it from there. You can also put it on your social media. I've come to believe in social media a lot because I see how much the impact social media is giving. We have LinkedIn, we have Twitter, we have Facebook, we have even WhatsApp status. I get about 450 people watching my WhatsApp status a day within 24 hours. So if I have an announcement to make or I have to share an information and I put it there, and remember, all these 450 people, they have people they also know. They may be high or they may be low people, but once they get to know that, this is the thing, and then they can link it up to whoever may be connected to that something, maybe science, maybe space science. Somebody out of the 450 will be connected to someone else if we don't get anyone among the 450. So let's use our social media also for some of these announcements. Are you interested in this? Get in touch. And then we take it from there. Je pense que Madame Nana a fait le tour, et ce que j'ajouterais tout simplement, c'est de dire oui, certainement, je pense que l'idée des social media par rapport aux jeunes, c'est la façon. Maintenant, c'est de la structurer, et j'ai vu la question de Monsieur Martial, et puis je pense que la réflexion en dehors de ce panel pour pouvoir structurer peut-être une approche à deux niveaux. Et de un, je vois beaucoup de questions de personnes qui veulent savoir quel est le programme, quelles sont les études. Je pense que centraliser cette information ne fait pas de tort. Je pense que ça aiderait beaucoup dans leur démarche et ça les encouragerait. Et de l'autre côté aussi, c'est créer ce lien-là et trouver une façon innovante, simple, en utilisant les médias sociaux et des choses plus proches des jeunes, de manière à créer une fluidité pour cette information, pour que ça circule et crée l'effet désiré pour qu'on puisse permettre à donner le maximum de chances au maximum de gens par rapport à ces possibilités. Merci, merci. There are also a lot of questions about how to get in touch with the panelists. How can I have a mentor? A question to you, Dr. Alali, like, are you going to organize workshop? What I suggest is that
all the attendees can send a message or an email to Sekou Ouedraogo, and then he will get in touch with all the panelists. Merci beaucoup à tous. Thank you very much. Je vais laisser le mot de la fin à Sekou. En tout cas, merci à vous toutes d'avoir participé à ce panel et merci également aux participants d'avoir posé des questions. Sekou. Très bien. Vous m'entendez? Je voudrais vraiment remercier nos panélistes pour les 2 heures qu'elles nous ont consacrées. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas disponibles et qui ont pris du temps personnel pour préparer les questions et puis ils répondent vraiment avec un grand talent et un grand intérêt. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai 2 filles. Donc, je pense que vous m'avez donné pas mal de conseils. Je vais essayer d'en faire bon usage pour mes petites. Je vais, avant de terminer, je vais laisser la parole à Madame Diarra Thiam, qui est responsable des partenariats et de relations publiques du CESAC, pour dire un mot. Vous pouvez y aller. Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Can you hear me? Hello? Oui, on vous entend. Oui, merci beaucoup. En fait, je suis Madame Diarra Thiam, je suis la responsable des partenariats et des relations publiques du CESAC. Et je me réjouis vraiment d'avoir été partenaire à ce webinaire qui est à la fois singulier et particulier puisque nous avons eu rendez-vous cet après-midi avec l'exemplarité, mais également le leadership dans un monde qui était en fait l'apanage masculin. Bon, je ne veux pas faire l'apologie de la misandrie, mais moi j'ai été ravie en tout cas de participer à ce webinaire. Le CESAC est une institution de renforcement des capacités qui est communautaire et qui est là au service donc, des États, qui a 3 domaines d'activité stratégiques. Et j'ai vu tout à l'heure qu'elle a été beaucoup question de formation, de leadership et de renforcement des capacités. Le CESAC qui abrite le centre de leadership francophone de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que vous êtes des modèles inspirants. Hein, et aujourd'hui, c'est vraiment l'exemplarité qui était à l'origine. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est vous remercier les panélistes hein, pour leur brillante intervention. Et pour moi, c'est vraiment la suite, le leg. Hein. C'est vrai que le leadership ne se transmet pas, mais vous êtes des modèles inspirants. Et je pense que je pourrais peut-être demander à M. Ouedraogo de voir la suite. En tant que modèle inspirant, nous nous ferons peut-être un plaisir de vous accueillir au niveau du CESAC qui regroupe quand même 22 nationalités et qui est basé à Dakar. Et je vous remercie en tout cas et le directeur général vous remercie également. Et moi, je suis responsable des partenariats et des relations publiques. Et je remercie également tous les participants, mais surtout l'initiative. Hein, cette initiative, je pense qu'il faudra démultiplier et pour permettre à nos jeunes, surtout au niveau de la junte féminine, hein, de pouvoir profiter de toutes ces expériences-là. Et en tant que modèle, vous avez un droit de legs et d'information. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire en remerciant encore une fois les panélistes ainsi que les participants, mais également à l'équipe de M. Ouedraogo d'avoir eu l'initiative d'organiser ce brillant webinaire. Encore merci beaucoup et à bientôt. En espérant un jour vous recevoir à Dakar, au CESAC et communiquer votre expérience à nos étudiants parce qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ce mot très intéressant, très motivant. Moi, pour terminer, donc, je voudrais vraiment vous remercier. Ça a été un grand honneur pour moi de travailler, de préparer ça avec vous. Madame Anne-Marie Mingui a dû nous laisser. Elle n'est pas très bien.
elle a pris du temps pour venir malgré son état de physique qui est pas très bon. Donc, on parlerait de comment ça s'est passé. On a eu quelques problèmes avec la traduction. On s'en excuse. Moi, j'ai réussi à entendre les traductions anglais-français, mais j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit qu'elles n'y arrivaient pas. Donc, je m'en excuse. C'est des problèmes techniques qui arrivent. Il y a peut-être un problème de connexion, parce qu'en fait, le traducteur est à l'étranger. Il est loin, quoi. Donc, il a peut-être des problèmes de traduction. Je voudrais encourager tous ceux qui sont intéressés par l'aéronautique et les sciences spatiales et qui voudraient contribuer au développement durable de l'Afrique de nous rejoindre. Donc, il y a une association qui existe, on existe depuis 5 ans. On commence à être un peu connu. On a des actions, notamment Acting Space, qu'on a réalisé au Nigeria avec Madame Abibola Alale, qui, grâce à Niche comme ça, a organisé l'événement sur place. Avec Nana Brown, on a essayé de l'organiser au Ghana, mais à cause du Covid, on n'a pas pu le faire. Donc, je voudrais les remercier pour ça et puis aussi vous dire à bientôt. On va commencer une série de webinaires. On a plusieurs événements qui sont prévus pour cette année. Vous allez entendre parler de nous dans les réseaux sociaux et dans les journaux. Donc, je vous remercie encore et puis à très bientôt. Voilà. Thank you very much. Have a good evening. Merci, Léon. Merci, thank you. Merci. Merci. Et merci. Bye. Bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Okay, Sekou, you should write your email address to the participant. No problem. I'm going to do that. Okay. No problem.